Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Pedro qui arrive du Portugal. Bonjour. Donc, ce qui explique un petit peu notre retard au démarrage. C'est Bernard. Et puis, en même temps, nous avons deux personnalités très intéressantes que vous allez entendre tout de suite. Aurélie Stern, qui va présenter un livre d'histoire qui s'appelle « L'antimilitarisme en Turquie ». Et puis, Suzanne Glaner, artiste, qui va commenter au fur et à mesure dans l'émission ce que nous allons dire. Alors, on va peut-être commencer par Aurélie Stern. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, Doctorante en histoire. En fait, en études politiques. Alors, justement, c'est très intéressant, la politique, parce que en lisant votre livre « Antimilitarisme en Turquie », j'ai vu que vous présentez tout sous l'angle politique, en plus que de l'angle historique. Alors, je voudrais un peu connaître d'abord votre parcours, parce que peut-être que les auditeurs de Civis Pacem ne vous connaissent pas encore bien. J'ai vu que vous avez commencé à Genève, à l'université de Genève. Oui, je suis d'origine suisse, en fait, et j'ai fait une licence d'histoire et de philosophie à l'université de Genève. Les relations diplomatiques entre la Suisse et la Turquie. Pourquoi la Turquie? Parce que j'étais déjà passionnée de Turquie, du coup, comme il n'y avait pas de turcologie en Suisse romande, j'ai décidé de réussir à travailler sur un sujet en lien avec mes études en Suisse et la Turquie. Et alors là, vous êtes parti en Turquie après? Voilà, en fait, j'y étais déjà allée. Oui. Pour faire un échange Erasmus, donc c'était il y a maintenant 7 ans. Alors l'échange Erasmus, on explique, c'est pour les étudiants Voilà. européens. C'est pour les étudiants européens, mais la Turquie fait partie du programme Erasmus. C'est très bien. Donc je suis partie en Turquie une année, après avoir voyagé en Turquie et être tombée amoureuse de ce pays. Et donc après, en revenant quelques mois à Genève pour finir ma licence, je me suis arrangée pour travailler sur la Turquie, et donc j'ai travaillé avec les archives. Et aussi, vous avez rencontré beaucoup, vous avez fait des entretiens déjà, mais enfin ça c'est pour votre livre, on va en parler tout à l'heure. Et alors après la Turquie, enfin après Genève, après la Turquie, vous êtes allé à Beyrouth. Oui. Alors là, parlez-moi un peu de Beyrouth. Moi, j'ai pas beaucoup aimé la vie au Liban, parce que je pense que les gens ont un côté très superficiel, mais je pense que c'est pas à cause d'eux, c'est la société qui veut ça. En fait, l'apparence est très importante. Il y a quelque chose qu'ils appellent le prestige, et il faut toujours vivre pour le prestige. Donc à l'université, les filles étaient habillées en robe de soirée à 8h du matin. Et donc j'ai eu un petit peu de peine avec ce genre de rapport où on est tout le temps en train d'essayer de montrer quelque chose. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé mon université, ma directrice de thèse. Alors l'université, c'est l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Voilà. J'ai eu la chance, moi, de travailler un peu à Beyrouth dans les années 75-76, malheureusement au début de la guerre. Et là, vous avez fait un travail de mémoire qui s'appelle « L'antimilitarisme en Turquie comme reflet, conséquence et déconstruction de l'idéologie nationaliste ». Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai tout dit, ce qu'il fallait, Oui. avec Carla Ede. Alors, Carla Ede, c'est quand même quelqu'un qui est connu à Beyrouth. Oui, c'est quelqu'un qui est connu parce qu'en fait, son grand-père, si je ne me trompe, était... Émile Ede. Voilà, le président du Liban. Oui. Parce qu'en fait, au Liban, il y a des familles et il y a assez peu de renouvellement politique parce que c'est souvent les mêmes familles qui continuent. Et il faut savoir qu'au Liban, il y a un système politique qui s'appelle le confessionnalisme. Oui. Donc, par exemple, le président sera toujours un chrétien maronite, le premier ministre toujours un musulman sunnite, le président du Parlement, toujours un musulman chiite. Et après, au sein du Parlement, en fait, il y a un nombre de places pour chaque communauté, parce qu'il y a 18 communautés au Liban. Et donc, c'est ça qu'empêche le renouvellement politique. C'est que si on ne vient pas de la bonne communauté, par exemple, si on est syriaque, il y a seulement, je crois, 1 ou 2 places pour les syriaques qui doivent encore se partager avec les chaldéens ou les araméens, je ne sais pas. Et donc, en fait, c'est impossible de devenir président de la République si on n'est pas de la bonne communauté. Alors là, avec la famille Ede, vous étiez bien aidé, on peut dire. Parce qu'il y avait aussi Raymond Ede qui a été ministre. Et puis, c'est intéressant quand même au Liban, parce que vous aviez plusieurs communautés qui se retrouvent dans ce petit pays. C'est intéressant pour une historienne?
En fait, ça c'était vraiment passionnant pour comprendre le Moyen-Orient. Je pense Voilà. que c'est le pays le plus passionnant parce que tous les problèmes du Moyen-Orient se répercutent au Liban, parce qu'il Mhm. est dramatique pour le pays, mais on arrive du coup à comprendre des problèmes, enfin, par exemple, qu'on ne comprendrait pas si on était dans un autre pays du Moyen-Orient qui s'intéresse que à une dynamique, alors qu'au Liban, il y a toutes les dynamiques en même temps. Mhm. Donc ça, c'était intéressant. Par contre, dans mon université, il y avait clairement une majorité d'étudiants chrétiens. C'est une Oui, c'est une université sunnite. qui est plutôt, oui, En fait, au Liban, il y a une seule université d'État. Et oui, toutes les autres sont des universités privées, donc elles sont liées quand même à une communauté, à une identité religieuse. absolument. Alors, je vais vous faire écouter une petite musique. Je ne vous dis pas qui c'est, vous allez reconnaître tout de suite. البنت الشلبية عيونها لهية حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حد القناطر محبوب العطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح وايام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا وايام عالبال بتعن وتروح وايام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا الظل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا وسمعني غناني يا عيوني. Nous sommes en compagnie d'Aurélie Stern qui va nous parler de l'antimilitarisme en Turquie, mais je crois, Aurélie, que vous avez reconnu la chanteuse dont nous venons d'entendre une chanson. Oui, donc Fayrouz. Voilà. Il paraît que Fayrouz, pendant la guerre civile, c'était la chanteuse que toutes les communautés écoutaient. Donc même si ils pouvaient pas s'entendre, en fait, ils écoutaient en même temps sur les mêmes ondes la même chanteuse que. Fayrouz, oui, elle a débuté au festival de Baalbek dans les années 1950. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de l'entendre dans les années 1960 à Baalbek, qui était un grand, grand festival. Elle a aujourd'hui 80 ans. Et la chanson qu'on vient d'entendre est une des dernières chansons qu'elle a enregistrées. C'est une artiste internationale maintenant. Bon, alors on va parler de votre livre. Hein. L'antimilitarisme. Alors, vous vouliez dire peut-être quelque chose sur Carla Ede, encore un petit mot. Oui, bah, comme on parlait d'elle, je voulais dire que c'est vraiment en grande partie grâce à elle que j'ai pu écrire ce livre parce qu'elle était ma directrice de thèse et que
elle se comportait en même temps comme une maman et en même temps comme un dragon. Comme ça, une personnalité très forte. On n'arrêtait pas de se disputer, mais en fait, c'était extrêmement formateur. Et c'était pas des disputes méchantes, c'était plutôt que les deux, on a une personnalité un peu forte. Et donc, quand on n'était pas d'accord sur quelque chose, on se disputait sur Skype, parce que j'ai fini de l'écrire en Turquie. Ah oui. Mais je lui dois beaucoup, alors je voulais la remercier à l'antenne. Eh bien, c'est très gentil, mais maintenant, vous êtes à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est ça, C'est là que vous faites votre doctorat. oui. Alors, avec qui? Avec Amit Bozarslan. Oui, alors vous pouvez m'en dire deux mots de ce directeur aussi de thèse. Oui, alors lui, c'est pas un dragon, c'est plutôt, je sais pas, il est très sympathique, il est très doux. Il est spécialiste de la question kurde, mais aussi de la Turquie et aussi de la sociologie de la violence au Moyen-Orient et des massacres et des violences de masse et du philosophe Ibn Khaldun. Enfin, il est spécialiste de beaucoup de choses, il a écrit énormément d'ouvrages. Sur les génocides des Arméniens aussi, j'ai vu qu'il avait écrit. Oui. Oui, bien sûr, là, quand on parle de la Turquie, forcément. Je vois aussi le luxe et la violence, domination et contestation. Alors, excusez-moi pour la prononciation des mots en turc, je vous laisse prononcer, hein. Ibn Khaldun. Voilà, ça c'est pas en turc, c'est en arabe. C'est un Ah oui, c'est en arabe, philosophe ça. d'origine tunisienne je ne veux pas me tromper dans le siècle. 13e siècle. 13e ouais, siècle. Voilà. Alors, bon, donc là, vous avez une thèse qui s'appelle « L'influence turque dans le processus de formation du nationalisme en Azerbaïdjan ». Voilà, j'ai une deuxième directrice de thèse, je ne veux pas l'oublier à l'antenne parce que ce serait injuste. C'est Füsun Üstel à l'université Galatasaray d'Istanbul. Oui. Donc elle qui est spécialiste on va dire, du nationalisme et de l'extrême droite en Turquie. Mhm. Et donc, voilà, je travaille maintenant sur le nationalisme en Turquie et en Azerbaïdjan. Et pourquoi l'Azerbaïdjan? Parce que je suis passionnée de Turquie, mais j'avais en même temps envie d'ouvrir une nouvelle porte pour pouvoir découvrir un nouveau pays. Par contre, j'avais pas envie d'apprendre une nouvelle langue de zéro. Sinon, je pense que j'aurais choisi l'Iran, mais il y a beaucoup de doctorants qui commencent ces thèses en se disant qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Ah oui. Et en fait, c'est trop difficile. Comme une thèse doit durer 3-4 ans et qu'on doit être capable de lire des livres académiques, mais aussi des archives, toutes sortes de documents, en fait, l'apprendre la première année et être capable de lire la deuxième année, en général, c'est des doctorants qui arrêtent leur thèse à cause de ce problème. Par contre, en Azerbaïdjan, on parle une langue turcique. On dit langue turcique pour pas dire un dialecte du turc, pour pas faire de hiérarchie. Mais donc une langue turcique qui ressemble beaucoup au turc de Turquie. Il y a à peu près 60% d'éléments communs. Donc c'était la possibilité de m'ouvrir une porte. Il y a une autre raison, c'est que comme je m'intéresse au nationalisme, en fait, il y a toute une théorie en Turquie comme quoi les autres peuples turciques ou turcophones sont en fait des peuples frères. Tout à fait. Et j'avais un peu envie de vérifier cette thèse. Est-ce que vraiment les Azéris, mais il y a aussi par exemple les Kazakhs, les Ouzbeks, les Kirghizes, les Ouïghours, les Tatars, il y a beaucoup de peuples turciques. Moi, je m'intéresse au cas azerbaïdjanais. Est-ce que vraiment ils se considèrent comme turcs ou comme azerbaïdjanais? Ils ont aussi des rapports avec la Russie, comme c'était un pays soviétique, mais aussi des rapports avec l'Iran, parce qu'il y a une population azérie en Iran. Ils sont partagés en fait entre ces deux pays. Et donc, je vais voir si la thèse nationaliste des Turcs se vérifie en Azerbaïdjan. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Et vous l'évoquez? Oui, maintenant, on va parler de l'antimilitarisme en Turquie. Donc, ce livre qui a été publié en 2015, qui est aujourd'hui difficile à trouver parce qu'il est épuisé, même chez le McDo des livres, c'est-à-dire Amazon. Mais il y a des commandes qui vont arriver encore à la librairie Publico. Donc, que ceux qui de nos auditeurs pourront quand même se le procurer à la librairie Publico. Nous allons en faire une petite pause musicale avec Issa Hassan, qui est une famille kurde de Beyrouth. Alors, on peut l'envoyer, Pedro.
داستا سريجيا توهم لداستا سريجيا Autre chose que je voulais dire, c'est pour les gens qui ont envie de lire le livre, mais qui n'ont pas forcément envie de relire toute l'histoire de la Turquie depuis la fin de l'Empire ottoman, il y a la possibilité, d'après moi, de lire l'introduction et le 3e chapitre, qui est l'étude de terrain. Parce que je sais que certaines personnes ont essayé de le lire, mais comme ça commence par la fin de l'Empire ottoman, ça peut un peu décourager certains lecteurs. Voilà, oui, mais c'est quand même un rappel historique important, parce que pour qu'on comprenne ce qui se passe, ce qui s'est passé par la suite et ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé aussi de remonter un petit peu où vous êtes remonté. Ça, c'est pour les plus motivés. Voilà, ça c'est pour le travail des historiens que j'apprécie parce que, bon, j'aime beaucoup l'histoire, même si je ne suis pas un historien professionnel ni docteur en histoire, mais je pense que c'est toujours nécessaire. Et c'est justement ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est que c'est un livre politique, c'est-à-dire que tout est vu sous l'aspect politique, ce que vous présentez, y compris l'antimilitarisme. Donc, un petit mot quand même sur l'armée turque. Oui, alors l'armée turque... Parce qu'on est dans une émission pacifiste, donc on est obligé de parler de l'armée. Bien sûr. Déjà, justement, il faut parler de l'armée ottomane, oui. Qui est en fait, à la fin de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'époque des Tanzimates. On considère que l'Empire ottoman était l'homme malade de l'Europe, parce que l'Europe se modernisait à grands pas et que l'Empire ottoman était resté quelque part en arrière. Et donc, pour pouvoir moderniser l'Empire, la première chose qui a été faite, c'est créer des écoles et académies militaires. Ils ont commencé à moderniser l'armée. Et donc, c'est pour ça que l'armée a commencé à prendre une place très importante à cette époque-là. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale où l'Empire ottoman a perdu la guerre. Et en fait, un jeune... gradé militaire qui avait été envoyé par le Padishah pour désarmer, enfin comme ils avaient perdu et qu'ils avaient signé un premier accord de paix, il était censé désarmer l'Empire ottoman et il a fait exactement l'inverse. C'était Mustafa Kemal qui a réarmé pour engager une nouvelle guerre de libération qu'ils ont gagnée et donc
À la suite de ça, en 1923, il y a un deuxième traité de paix qui a été signé, qui est le traité de Lausanne, qui en fait accordait à la Turquie des territoires plus vastes que ce qu'il y avait dans le premier traité. Et à partir de là, en fait, Mustafa Kemal Atatürk a fait énormément de réformes dans le pays et il avait un seul parti. Enfin, il n'y avait pas plusieurs partis dans le pays. Et donc, à l'époque du parti unique, l'armée avait une place qui ressemblait à ce qu'elle a dans la plupart des pays. Elle était le bras droit du gouvernement, mais elle n'avait pas encore une place d'arbitre. Mais en 1945 et surtout en 1950, avec l'arrivée du multipartisme et la victoire d'un parti d'opposition, le Parti démocrate, l'armée en fait a pris une espèce de recul et elle a décidé d'être l'arbitre de la scène politique. Donc la conclusion, c'est que quand politiquement elle pense que quelque chose ne va pas, que c'est le bordel, elle fait un coup d'État. Et donc elle a fait 3 coups d'État en 1960, en 1971 et en 1980. Et elle avait une force très importante jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP, donc le parti qui est actuellement au pouvoir en Turquie, le célèbre président qui était Premier ministre, qui était chef de ce parti, Recep Tayyip Erdogan. En fait, ce parti a réussi en faisant plusieurs grands procès, qui en fait sont des procès qui n'ont pas eu lieu selon une justice qui existe, c'est une justice ad hoc. Ils ont réussi à juger beaucoup de militaires pour tentative de coup d'État, pour rapport avec la mafia, etc. Et à vraiment couper la tête de l'armée. Parce que les hauts gradés ont passé beaucoup de temps en prison. Maintenant, ils sont ressortis la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais malgré tout, en fait, l'armée, pour l'instant, se tait et n'a plus le rôle d'arbitre. Et pourtant, les Turcs, votre éditeur André Bernard, écrit « Chaque Turc naît soldat ». Et vous dites aussi qu'il y a un caractère sacré du militaire. Le service militaire est un devoir pour tout citoyen envers sa communauté. Il est un rite de passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Il fabrique des citoyens. Est-ce que ça est resté, ça, dans la mentalité des Turcs ? Oui, alors ça, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de plus sociologique. Mais c'est vrai que, par exemple, un citoyen turc qui ne ferait pas son service militaire, d'ailleurs c'est interdit, mais qui n'a toujours pas fait son service militaire, il peut avoir beaucoup de mal à trouver une épouse ou à trouver un travail. Parce qu'on considère que le service militaire doit être fait après les études, mais avant d'entrer dans la vie active. Alors le service militaire est toujours obligatoire en Turquie, encore aujourd'hui. Oui. Vous avez essayé d'interroger des gens, vous avez fait toute une enquête de terrain pour savoir si on pouvait abolir ce service militaire. Qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Oui, alors la question, c'était une des nombreuses questions. Est-ce qu'on pourrait abolir le service militaire ? Ce serait possible de créer une armée professionnelle comme en France. Certains militants antimilitaristes pensaient que ce serait un des buts de l'AKP, mais apparemment pas, parce que ça n'a pas été fait. Et il y a toujours, l'objection de conscience n'est toujours pas reconnue. Et il n'y a toujours pas de service civil alternatif. Alors, là, vous dites que, par exemple, le mouvement antimilitariste naît en même temps que le mouvement anarchiste. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, jusqu'au coup d'État de 1980, et surtout dans les années 60 et 70, il y avait un mouvement marxiste en Turquie qui était très fort, qui était surtout marxiste, léniniste, staliniste et maoïste. Mais en fait, le mouvement anarchiste n'existait pas. Et le mouvement marxiste était tout à fait attaché à l'armée. Leur idée, c'était qu'il faudrait... en fait, ils étaient aussi attachés au personnage de Mustafa Kemal Atatürk. Simplement, ils pensaient que la République de Turquie n'était pas allée assez loin et qu'il faudrait créer une deuxième République communiste. Mais ils reconnaissaient le rôle sacré de l'armée et du service militaire. Donc c'est vraiment... Après le coup d'État de 1980, tout d'un coup, il y a eu une sorte de vide politique. D'ailleurs, pendant 5 ans, toutes les organisations et partis politiques ont été interdits. Donc quand ça a de nouveau été autorisé, en fait, grâce à ce vide politique, le mouvement anarchiste a pu émerger
Parce que les communistes, je pense qu'ils auraient de toute façon pas laissé au mouvement anarchiste la possibilité d'émerger. Dans des interviews qui ont été faites avec des anarchistes, c'est un livre qui s'appelle L'histoire de l'anarchisme en Turquie, 100 ans de retard, qui a été écrit par Barış Soydan. Il n'a pas encore été traduit en français, on aimerait bien. À chaque fois que je passe à la radio, je dis s'il y a des gens qui veulent m'aider à le traduire, parce que le problème c'est qu'il faut le traduire gratuitement et j'ai pas envie de le faire toute seule. Si on arrive à se constituer une petite équipe de 5, on pourrait le traduire. Et dans cet ouvrage, en fait, il y a des militants anarchistes qui expliquent que même au tout début, il y a des militants marxistes qui sont arrivés chez eux pour les menacer. Donc c'était pas si facile que ça. Et donc les anarchistes ont vraiment été les premiers à pouvoir remettre en question le rôle sacré du militaire, mais aussi, par exemple, le rôle de l'homme. Donc les premiers mouvements LGBT en Turquie sont aussi très liés à l'apparition du mouvement anarchiste, apparaissent aussi dans les mêmes années, parce que c'était aussi quelque chose qui n'était pas questionnable avant, en fait. Alors, le premier objecteur de conscience en Turquie est un anarchiste. Oui. Ah, il Et s'appelle... d'ailleurs, pas que le premier, à peu près les 10 premiers pratiquement. Les 10 premiers. Il s'appelle Tayfun Gönül. Oui. C'est un anarchiste d'origine des Balkans qui est mort, je crois, il y a 5 ans, enfin assez récemment. Donc je peux vous... Et puis souvent, je vois qu'il s'exprime par des journaux. Hein. Il y a le journal Kara. Voilà, donc le journal Kara, c'est le premier Il y a le journal journal- anarchiste de Turquie. Oui, qui existe toujours. Non, qui Non. n'existe plus. Et le journal Amalgi, je ne sais pas comment. Amargui. Amargui. Il existe encore? Non, ça aussi, Non plus. il n'existe plus. Oui, on parle là des années 1990, hein, autour de ces années-là. Hein. Voilà, donc Tayfun Gönül a déclaré son objection de conscience en 1989, mais en fait, le début du mouvement anarchiste, c'est à peu près 1985. Donc je crois, je vais avoir les... Mais est-ce qu'ils sont Peut-être. poursuivis, ces anarchistes? Est-ce qu'on les laisse s'exprimer librement ou alors est-ce qu'ils ont ils sont arrêtés? Comment ça se passe? Alors, ils ne sont pas poursuivis en tant qu'anarchistes. Par contre, ils peuvent être poursuivis en tant qu'objecteurs de conscience. Parce qu'il y a une loi en Turquie qui dit qu'il est interdit, pour le traduire littéralement, de refroidir le peuple de l'armée. À refroidir le peuple de l'armée. Voilà. C'est Donc, une très belle expression, ça. Nous, on aimerait bien, nous. Nous, les pacifistes, refroidir, et antimilitaristes, refroidir. Vous m'avez dit refroidir le peuple de l'armée. Ah, le peuple de l'armée. Moi, c'est une très Donc, belle par émission. exemple, si Tu apprécies, si Pedro, vous viviez en refroidir le Turquie, peuple de vous pourriez l'armée. aller en prison, rien que pour les missions qu'on est en train de faire. Parce Oui. que parler contre l'institution militaire et déclarer son objection de conscience, c'est bien montrer au peuple qu'il est possible de ne pas faire l'armée. D'ailleurs, j'ai remarqué une expression que vous donnez dans votre livre, l'objection de conscience, c'est un choix éminemment politique en Turquie. C'est justement, vous l'avez dit, les religieux qui commencent à faire des procès aux militaires. Et alors, comment ça se passe maintenant avec les objecteurs de conscience aujourd'hui? Bon, alors je vais déjà revenir à votre question précédente, que en Turquie, être objecteur de conscience, c'est un choix éminemment politique, parce qu'en fait, il y a à peu près 600 objecteurs de conscience déclarés depuis 89, ce qui est très peu, alors qu'il y aurait 700 000 déserteurs. Et en fait, le fait d'être déserteur, c'est simplement le fait de ne pas aller au service militaire. Apparemment, les autorités militaires passent 2 fois à la maison, mais pas plus. Donc ils passent une première fois, si vous n'êtes pas là, elle passera une deuxième fois. Si vous n'êtes pas là, ils ne passeront plus. Et donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ne font pas le service militaire. Le problème, c'est qu'ils sont dans une situation de mort civile parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur identité, parce que s'ils utilisent leur carte d'identité pour ouvrir un compte à la banque, pour se marier, pour avoir un travail, pour voyager, ils peuvent directement être arrêtés et envoyés en prison. Et après la prison, envoyés au service militaire. S'ils fuient encore, envoyés en prison, de nouveau envoyés au service militaire. Donc pour éviter ça, en fait, ils se cachent. Et ça, donc, il y a énormément de gens qui ne font pas l'armée, alors qu'être objecteur de conscience, c'est directement s'exposer à une arrestation. Et alors, justement, vous dites aussi qu'il y a des militaires qui disparaissent dans l'armée, enfin, qui se suicident, qui sont tués en faisant leur service militaire, qui meurent en faisant leur service militaire. Voilà, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation de défense de droits des soldats, et les antimilitaristes travaillent aussi sur cette question, en fait. Donc,
C'est étonnant parce qu'ils ne sont pas contre les soldats. Au contraire, ils défendent les droits des soldats parce qu'il y a apparemment un système de bizutage au sein de l'armée. Et ça peut aller très loin. Il y a eu plusieurs, enfin même un certain nombre de morts. Alors il y a des morts où on sait finalement que c'est des assassinats, mais la plupart du temps on ne peut pas savoir. C'est des suicides, mais ça peut tout à fait être des suicides déguisés. Et donc c'est un risque de faire le service militaire. Mais il y a plusieurs milliers. Vous parlez de Il y a plusieurs milliers. milliers de suicides. Oui. Après, les suicides où on a pu prouver qu'en fait c'était des homicides, bien sûr, il y en a beaucoup moins parce que c'est très difficile à prouver. Et alors, il y a un autre sujet qui est justement aussi d'actualité, puisque actuellement est renée la guerre intérieure, disons, entre l'armée turque et l'armée kurde. C'est justement cette armée kurde. Vous en parlez et vous dites que justement les objecteurs de conscience kurdes ont différentes positions. Oui, alors quand vous dites armée kurde, bah, je trouve que c'est assez ma manière de voir les choses, mais c'est le PKK, donc, qui est une organisation de guérilla pour l'autonomie du Kurdistan. Donc, comme vous le savez certainement, les territoires kurdes sont répartis entre 4 pays, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et ils n'ont jamais pu avoir d'État indépendant. Et donc, particulièrement en Turquie, ils se battent depuis le début des années 80, fin des années 70, pour pouvoir, en tout cas, peut-être pas avoir une indépendance, mais avoir une autonomie. Et au sein du mouvement d'objection de conscience, mais en fait au sein de l'extrême gauche en général, le problème du PKK, c'est quelque chose de très délicat. Parce qu'il y a une partie qui, par exemple les antimilitaristes, une partie des antimilitaristes ne veulent rien avoir à faire avec le PKK en disant qu'effectivement c'est une armée, ils sont militaristes, il y a une autorité, il y a des grades, il y a des interdictions, voilà. Une partie dit oui, en fait on ne soutient pas le PKK en tant que membre ou quelque chose comme ça, mais on peut travailler avec eux parce que finalement, c'est de la légitime défense, la situation dans laquelle ils se trouvent, et il n'y a pas d'autres organisations au Kurdistan, donc les militants sont obligés de faire partie du PKK. Et les troisièmes disent non, nous on veut absolument rien avoir avec eux et on ne veut pas du tout collaborer pour des choses militantes ou quoi que ce soit. Non, ça c'est la première, pardon. Et la troisième, ils sont très proches et ils soutiennent le PKK ouvertement. Et donc, est-ce que le PKK demande l'arrêt du service militaire dans l'armée turque? D'après ce que vous dites, non? J'ai pas bien lu là. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas ça. En fait, il y a une liste, il y a un site internet qui, il y a les noms de tous les objections de conscience sur ce site internet. Oui. Il y avait une liste qui fait à peu près 300 noms à ce jour, qui sont des gens de toute origine ethnique, donc ça peut être kurde, turc, arabe, balkanique, etc. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de minorités ethniques en Turquie. Et après, une organisation kurde très liée au PKK a envoyé une deuxième liste avec 300 noms en plus. Et donc, les militants qui s'occupent du site n'ont pas voulu les mettre dans la même liste. Ils ont fait une seconde liste où il y avait marqué les objecteurs de conscience kurdes parce qu'ils pensaient que déjà c'était invérifiable les personnes qui étaient sur cette liste et qu'en plus, pour la plupart, c'était peut-être des militants du PKK, etc. Et donc, les Kurdes étaient vexés en disant pourquoi est-ce que nous qui envoyons une liste, on doit être sur une liste à part. Et voilà, ça c'est vraiment le point du PKK, c'est vraiment le débat qui divise l'extrême gauche actuelle. Et alors, ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, dans vos travaux de recherche, vous faites aussi des références à des sites, c'est moderne ça comme pour les historiens, à des films, à des livres, vous faites une recherche très large, justement pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Alors on va écouter une chanson de Pierre Perret, justement au sujet des Kurdes. Ces Kurdes qui sont toujours massacrés. Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient 100 autour de ma maison.
Au mur, il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair, et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors on entendait hurler maman. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclot la fleur d'un géranium. Dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus, et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets. La mort faisait ripaille jusque dans nos jardins. Il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants, la patrie, prétexte et faribole. Combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot. Nous venons d'entendre une chanson de Pierre Perret, La Petite Kurde, une chanson de 1992. Et Pierre Perret, qui a fait plusieurs chansons engagées, était tout fier en 2015, c'est-à-dire l'année dernière, puisque plusieurs écoles maintenant portent son nom, de savoir qu'une école allait porter son nom au Kurdistan. Donc Pierre Perret est reçu au Kurdistan comme quelqu'un qui les a soutenus, notamment dans cette chanson qui dit « La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons ». Alors aujourd'hui encore, justement Aurélie, le conflit a redémarré entre l'armée turque et le PKK. Voilà, oui, c'est absolument abominable. Je ne sais pas s'il faut dire l'armée turque ou le PKK, ou est-ce que c'est pas aujourd'hui Erdogan et le PKK, parce que, en fait, alors je fais une petite chronologie. En 2013, il y a un cessez-le-feu, mais surtout un processus de paix qui a été signé entre le gouvernement de l'AKP et le PKK. Donc les autres partis politiques nationalistes ne soutenaient pas ce processus de paix. Et il y a eu les mouvements de Gezi Park qui n'avaient pas de rapport direct avec ça, mais qui étaient comme le mai 68 de Turquie, une vraie révolution culturelle. Et quelques mois plus tard, il y a un parti qui a été créé, qui était un parti kurde et turc d'extrême gauche, en fait, ce qui était une très bonne idée. Et il a remporté énormément de voix, enfin il a remporté, je crois, 12% aux élections. Donc législative, et en fait l'AKP a perdu 10%, et c'est sûr que c'était à peu près les mêmes voix, parce que comme l'AKP faisait beaucoup de choses, enfin pas pour les Kurdes, mais il disait que ce qui était important c'était d'être musulman, donc kurde, turc c'était pas important, etc. Et donc il avait engagé ce processus de paix. Après avoir perdu ces voix-là, ils ont décrété qu'en fait les élections n'étaient pas valides, ils ont redémarré la guerre et ils ont remporté les élections la fois suivante. Enfin la fois suivante, c'est quelques mois plus tard en fait, comme la première avait été invalidée. Et donc, après ce que je dis, c'est pas la version officielle, mais
on est beaucoup, en tout cas, là, en Turquie, à penser que c'était tout à fait un stratagème, parce qu'en fait, en plein processus de paix, il y a eu un attentat à Suruç, donc une ville au sud de la Turquie, près de la Syrie. C'est des militants qui allaient en Syrie, au Rojava, pour soutenir ce qui se passe là-bas. Et donc, il y a eu 30 morts. Suite à ça, 2 policiers ont été tués, peut-être par le PKK, peut-être par des agents liés à l'État. Et en fait, directement, la guerre a redémarré, mais c'était complètement disproportionné. Donc, oui, mon analyse, c'est que c'est plutôt le gouvernement actuel qui a décidé vraiment de redémarrer cette guerre. Mais plein de gens sont contents parce qu'il y avait plein de nationalistes qui se taisaient parce que ils étaient contre ce processus de paix, mais ils n'étaient pas à une époque, dans un contexte politique qui allait dans leur sens. Et du coup, tous les nationalistes de Turquie se ont relevé la tête et on est de nouveau dans une situation dramatique comme dans les années 90, voire bien pire en fait. Les villes kurdes sont rasées les unes après les autres de manière très méthodique ces jours-ci à l'est de la Turquie. À chaque fois, le gouvernement et l'armée annoncent qu'il y aura pas un état d'urgence, un couvre-feu, mais c'est des couvre-feux qui durent 2 ou 3 semaines, et pendant 2 ou 3 semaines, ils ont le temps de raser leur ville. Il y a aussi eu des bombardements, notamment dans des caves, alors que bombarder les caves, ça contre les conventions de Genève, parce que c'est là où les civils se cachent. Il y a eu, pour l'instant, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a déjà eu plusieurs milliers de morts, alors que la guerre a recommencé seulement l'été dernier. Alors il y a justement actuellement ces accords à cause de la crise des réfugiés dont tout le monde entend parler en Occident, ces accords entre l'Europe et la Turquie pour arrêter le flux des réfugiés en Europe. Alors est-ce que le Erdogan ne profite pas de ces accords justement pour continuer cette guerre en toute impunité contre les Kurdes ? Oui, bien sûr. Bien sûr, en signant ces accords, l'Union européenne ne peut rien lui dire par rapport à sa politique intérieure. En même temps, ces rapports étaient remis en cause du côté turc ce matin. Erdogan a fait un discours fleuve ce matin pour critiquer l'Union européenne, parce qu'un point de ces accords dont on parle moins souvent, c'est qu'en fait, la Turquie acceptait de récupérer les réfugiés qui étaient partis dans l'Union européenne, mais il voulait que les citoyens turcs n'aient plus besoin de visa pour entrer dans l'Union européenne. Et c'est un accord en fait qui a déjà été signé il y a 3 ans. Et donc il devait, débuter en fait le mois dernier ou il y a 2 mois. Mais dans l'accord de base, normalement, il devait avoir une suppression des visas. Et en fait, l'Union européenne, on refusait, on dit qu'en fait, comme la Turquie n'était pas encore un pays assez démocratique, etc., ils refusaient. Et donc Erdogan était très fâché. Et là, les accords sont vraiment remis en cause. Donc on verra ce que ça va Alors donner. pour vous qui allez souvent en Turquie, comment est perçu justement ce problème de l'Europe en Turquie actuellement ? Il y a un peu de tout. Parce que vous dites aussi dans votre livre souvent que on prétend que toutes les révoltes, tout ça en Turquie sont pilotées de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est encore aujourd'hui le cas où on dit finalement ces Européens, ils essaient encore de nous embêter. D'abord, ils n'ont pas voulu nous accepter dans l'Europe. Ensuite, comment sont-ils perçus ? Oui, alors je pense que les nationalistes turcs, très clairement, mais parce qu'ils apprennent ça à l'école, ils apprennent ça à l'armée, qu'en fait, il y a 3 ennemis en Turquie. C'est, alors il faut que je me rappelle, le séparatisme, la moralité et... L'immoralité. L'immoralité, dit Suzanne. Le 3e, c'était... C'est peut-être quand même la moralité, c'est le fait d'être sans morale, c'est pas le fait d'être contre la morale, mais donc la moralité ça touche plutôt les homosexuels, le séparatisme ça touche plutôt les Turcs. Ah oui, et le 3e c'est la réaction, donc contre les religieux. Et donc par rapport au séparatisme, il y a toujours la croyance qu'en fait les minorités ethniques de Turquie, qui sont un ennemi intérieur, sont instrumentalisées par des agents étrangers, israéliens ou occidentaux. Et il y a un autre rapport qui est lié à ça, mais avec l'Europe, c'est un petit peu, des fois un rapport d'admiration, mais aussi un rapport de haine, comme quoi les Européens en fait se sentent supérieurs, mais ils ne le sont pas, etc. Donc c'est un petit peu amour-haine, c'est sûr. Je me souviens, il y a quelques années, où il y avait... attendez, j'essaie de me souvenir. Il y avait aussi... l'Allemagne et la Turquie étaient en bisbise.
Et, ah oui, il y avait le problème de l'enseignement du turc dans les collèges et les lycées en Allemagne, parce que la proportion des enfants turcs avait énormément augmenté au point tel que certains établissements à Berlin ont dû fermer, parce que les enseignants ne parlant pas le turc, il y a eu des chefs d'établissement qui ont démissionné parce que l'établissement ne pouvait plus fonctionner. Alors M. Erdogan est venu en Allemagne, je ne sais plus à quelle occasion. En tout cas, il a lâché la phrase suivante qui a déclenché un tollé au Parlement allemand. Si vous n'avez pas de professeur capable d'enseigner le turc, ben moi je peux vous en envoyer plein. Attention, ça c'est déjà quelque chose qui doit faire quelque chose dans votre tête. Alors il y a eu un député allemand qui a fait un commentaire là-dessus. Il a dit, mais comment vous pouvez dire ça, nous avons quand même un lycée allemand à Istanbul et un autre lycée à Izmir. Vous voyez un petit peu combien c'est rikiki pour un pays de 80 millions d'habitants qu'est la Turquie, qui a au moins 5 millions de personnes en permanence en 4e génération sur le sol de l'Allemagne. Pourquoi n'y a-t-il pas cet échange et cette communication au niveau des ministères de l'éducation? Chacun fait sa tambouille. Ça ne va plus aujourd'hui, à l'heure où tout est globalisé. Si nous voulons vraiment forger des citoyens du monde respectueux d'eux-mêmes et respectueux des autres, se reconnaître en frères, il faut aussi que les enseignements soient un tant soit peu fraternels et non pas qu'on fasse venir les militaires dans la classe et qui dit « moi je n'ai soldat ». Voilà, alors qu'on ne n'est pas soldat. Alors, Suzanne, je crois que vous avez bien mis au point ce problème qui se pose entre la Turquie et l'Allemagne, mais il se pose encore de façon plus importante entre la Turquie et la France. Ah bon? Parce que les Français ne connaissent absolument pas ce qui se passe en Turquie. Ils ont des idées fausses sur la Turquie. Je m'occupais d'une émission qui s'appelait Mosaïque, où il y avait toutes les communautés en France étrangères qu'on allait voir les unes après les autres. Et lorsque je n'allais voir la communauté turque, qui n'est pas très importante en France, mais qui était avec ses représentants, on se disait « Oh non, c'est pas nécessaire, les Turcs, etc. » Alors que les gens ne s'imaginaient pas de la civilisation turque, qui est extrêmement importante, de la littérature, des poètes et des artistes. Oui, et les relations historiques. Et entre des la relations France. qui sont absolument nécessaires pour que les peuples se connaissent. Et n'y ait plus que cette méfiance les uns envers les autres. Alors on va écouter encore une petite pause musicale avec un chanteur, Ali Baran, qui est un chanteur kurde. On va écouter sa chanson qui dit, alors j'ai pris la traduction, « Je suis fatigué ». Ben yorulmaya gelmişsin, diz çöktüm dünyanın davet yüzüne. Bu yüzden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başına gözlerime. Bu yüzden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözlerime.
Yol verdim senenin en delisine. O yüzden ömrümden gidene şu yalnız başımı eğdirme beni. O yüzden ömrümden gidene şu yalnız başımı eğdirme beni. Alors bon, on a parlé de la situation actuelle en Turquie avec encore, on apprend tous les jours que des journalistes sont condamnés à la prison, il y a des arrestations en permanence. Et puis, alors si on veut en savoir plus aussi sur ce sujet, j'ai appris qu'il y avait le vendredi 13 mai, c'est-à-dire c'est demain, au Sénat, Où va la Turquie d'Erdogan ? Autoritarisme, liberté publique et la question kurde, donc avec tout un programme de personnes que moi je ne connais pas, mais que je vais donner à Aurélie et à Suzanne, parce qu'elles connaissent peut-être toutes ces personnes. C'est un colloque qui se passe demain au Sénat, il suffit de s'inscrire. Alors je voudrais poser une question à Pedro, là, parce qu'il vient de recevoir une information qui va nous donner, et puis je voudrais lui demander aussi à Pedro, parce qu'on a parlé beaucoup de la Turquie, mais en France aussi, il y a actuellement un état d'urgence. En France aussi, on est en train de limiter certaines libertés. Donc, dis-nous un peu ce que tu viens d'apprendre. Et puis toi qui as suivi quand même ce qui se passait à Nuit debout dans les différentes manifestations, même si tu arrives un petit peu actuellement du Portugal, tu as quand même suivi beaucoup ça en France. Alors dis-nous deux mots là-dessus. Non, juste l'info qu'on vient de recevoir, c'est un appel pour l'occupation d'un bâtiment qui a été libéré à l'école des Beaux-Arts, dans le 14 rue Bonaparte, à 2 pas de l'Assemblée nationale, afin d'en faire une base du mouvement. Appel à s'y rendre en masse dès maintenant, avec de quoi tenir la nuit. Grosse AG ouverte entre 20h et 20h30. Après, il y aura une petite fête. Et pour les premiers qui rentrent, il faut dire qu'on vient pour l'expo du château commun. Du château. Ah, c'est le mot de code pour entrer. Voilà, exactement. Voilà. Alors l'appel c'est pour maintenant là. À la radio, parce que c'est les tout de suite policiers là vont qui se passe. l'entendre. Voilà, l'occupation commence maintenant. Bon, Voilà. alors. Oui, il y a des choses qui se montent un peu partout. Hein. Il n'y avait pas que l'occupation de la place de la République. C'est intéressant de voir, suivre un peu les plusieurs comités d'action qui se montent un peu à gauche et à droite, voir qu'il y a pas mal de sites d'information qui relient les informations. Voilà. Alors pour toi qui justement a fait un film Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mario Branco, qui passe actuellement dans une salle, tu m'as dit ? Oui, mais au Portugal, oui. Le film est sorti en salle le 5 mai et il est encore en salle jusqu'à présent. Bon, alors, là, donc tu étais au Portugal pour aller t'occuper aussi de ton film qui passe là-bas, oui. Mais tu continues à filmer en France sur tout ce qui se passe actuellement et qui est quand même très vivant. On a là un réveil. Bon, il y a eu l'occupation de l'Odéon. On pensait en 68, on se croyait en 68. Il y a eu ensuite l'occupation des Beaux-Arts, où on faisait aussi les affiches en 1968. Bon, tout ça, est-ce que toi qui arrives du Portugal, mais qui est très intéressé par tous ces mouvements-là, qu'est-ce que tu as suivi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que je vois actuellement, je pense que l'important, c'est suivre aussi, voir quelles sont les positions des syndicats par rapport à la grève reconductible, parce que j'ai vu que les raffineries, ils demandent la grève reconductible dans les raffineries, aussi dans les distributeurs, les camionneurs, ce qui est intéressant parce que bon, tant qu'il n'y a pas un blocage économique, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire face par des blocages, soit occupation d'une place de la République ou occupation d'un bâtiment, d'une école de Beaux-Arts. Je ne pense pas que ce soit ce qui fait le plus peur au gouvernement. Mais effectivement, s'il y a des blocages économiques de ce type de les raffineries, bon, là, effectivement, on entre dans un rapport de force plus intense. Ce qui n'empêche que c'est important les occupations de tous les espaces.
Parce que même, il faut pas oublier aussi la grève des travailleurs du McDo, qui ont été des premiers à prendre l'initiative d'occupation et de blocage pendant quelques heures dans certains McDo pendant plusieurs semaines. Il y a eu des choses un peu pas reconductibles, mais ponctuelles. De temps en temps, il y avait des petites actions. Et ça, c'est intéressant de voir que même dans ce genre de travaux, comme tout ce qui est la restauration rapide, Subway, McDo, et je ne sais plus s'il y avait d'autres magasins, voilà, des travailleurs ont pris l'initiative quand même de s'opposer un peu, ce qui est intéressant aussi, de mettre en cause la malbouffe, la condition de vie qu'on mène aujourd'hui. Il est toujours au travail. Et puis je crois que le Premier ministre, avec l'utilisation de son 49.3, qui est, disons, quelque chose qui est proche de ce que faisaient les pays en guerre, quand il fallait que l'exécutif s'impose. On sortait cet article 49.3 qui permet de squeezer tout ce qui se dit au Parlement. Bon, ça va peut-être aider les mouvements. Bon, et je termine aussi par le dernier numéro de l'Union pacifiste, où justement on reparle encore de la Turquie. Nous avons donc en page 5 ou 6, Turquie, notre ami Onur Erem, membre de l'Association des objecteurs de conscience turcs, journaliste reporter, qui nous avait accueillis à Istanbul, il avait accueilli Maurice Montet, doit passer en procès le 24 mai. Il est inculpé d'injures envers des hommes politiques. Lors d'une interview, l'interlocuteur avait traité de farceurs deux ministres. Puis, dans un article, il avait repris des slogans de manifestation contre le gouvernement. Voleurs et assassins Erdogan, voleurs et assassins AKP. Nous ne pouvons que soutenir Onur face à cette absurde répression. Alors ça, on le trouve dans le dernier numéro de l'Union pacifiste, qu'il suffit de demander ou d'aller à Publico, vous allez le trouver. Et puis, en page 7, on a encore un autre petit... on parle encore de la Turquie. Turquie, elle marche. Venus de tout le pays, à l'appel principalement d'organisations féministes, des centaines de femmes ont réalisé une marche pour la paix le 6 février 2016 dans les rues de Diyarbakır, où il y a malheureusement tous ces bombardements actuellement. Ouais. Elles ont dénoncé la guerre opposant l'État turc au Kurdistan, protesté contre le militarisme et la répression du régime, témoigné leur solidarité avec la population des quartiers assiégés. En effet, cette cité du Sud-Est, capitale d'une région peuplée principalement de Kurdes, et où se trouvent des partisans du PKK, possède tout un quartier bouclé par les chars de l'armée et de la police. Et une dernière petite annonce, justement, le dernier numéro du Canard enchaîné, liberté d'expression, l'état d'urgence. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un dossier aussi sur la liberté d'expression et sur les censures, qui ont commencé depuis longtemps en France, mais qui ont tendance à revenir aujourd'hui, pas directement, pas en faisant des colonnes blanches, mais... Par contre, en influençant les journalistes, les dessinateurs, pour qu'ils s'auto-censurent. Et comme aujourd'hui notre presse en France est presque toute dans la main des marchands de canons, eh ben, c'est pas trop difficile de les faire taire. Je remercie Aurélie Stern et je recommande son livre « Antimilitarisme en Turquie » qui va arriver chez Publico, vous allez le trouver même dans les FNAC, et aussi Suzanne Ganner. Voilà. Merci et à Pedro, bien sûr. قرار